Bienvenue dans la troisième saison de Spill. En anglais, Spill signifie se répandre, c'est exactement l'esprit du concept. Répandre les talents, les voix, les histoires. Spill, c'est un espace où on accueille des artistes, des créateurs, créatrices, des passionnés, des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui viennent parler avec sincérité de leur parcours, de leurs doutes, de leur vision. L'idée, c'est d'inspirer celles et ceux qui nous écoutent et peut-être leur donner envie à leur tour de se lancer. Il y a des parcours qui commencent très tôt et d'autres qui prennent du sens beaucoup plus tard. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a commencé le sport à 4 ans, mais qui a vraiment commencé à se trouver bien après. Quelqu'un qui est passé par des doutes, des excès, une période un peu floue, avant de transformer tout ça en discipline, en cadre, un projet de vie. Les MMA pour lui, c'est pas juste un sport, c'est devenu un outil pour se construire, se tester et surtout se comprendre. Salut Geoffrey. Salut. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Et toi, ça va ? Oui, super. Donc, quand on regarde ton parcours, on voit que le sport est là depuis très très tôt, depuis que tu as 4 ans. C'était quoi en fait l'enfant que tu étais ? Alors moi, j'étais un enfant, je pense, un peu turbulent, qu'il a fallu vite occuper. Et du coup, mes parents, au départ, ils voulaient me mettre au foot. Mais malheureusement, ça commençait qu'à partir de 6 ans. Et il n'y avait que le karaté qui était ouvert à partir de 4 ans. Donc du coup, ils m'ont mis au karaté. Et après, à partir de 6 ans, j'ai fait les deux, karaté et foot. Et Donc moi, j'étais un enfant, je pense, qui avait de l'énergie et qui avait besoin de se dépenser. Mais et puis je pense que j'étais assez curieux, quelqu'un de curieux, qui touchait un peu à tout. J'ai toujours aimé courir, sauter, monter dans les arbres, un peu un aventurier, quoi. Et comment tu as commencé la MMA ? Alors le MMA, lui, il est venu bien après, très, 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 très longtemps après. Il est arrivé à l'âge de 21 ans, si je me souviens bien. Donc c'est vraiment 20 ans après, pratiquement. Donc ça fait un peu de temps. Donc, petit, tu étais asthmatique. Est-ce que ça faisait une contradiction entre ton corps, ton corps et ce que toi, tu voulais faire dans le sport ? Eh ben, assez vite, ouais, parce que moi, j'ai toujours voulu être militaire. J'ai toujours été attiré par la discipline et par les métiers de l'armée. Et depuis tout petit, on m'a un petit peu victimisé dans le sens où, que ce soit mes parents, les professeurs, j'étais le petit qui était différent parce qu'il était asthmatique et à qui il fallait faire attention. Donc du coup, je me suis toujours senti un petit peu comme faible. Et je pense que j'ai développé un manque de confiance en moi. Et même dans le sport, je devais toujours me déplacer avec une ventoline, on devait toujours faire attention à moi. Donc franchement, j'ai vraiment eu un rapport un peu bizarre avec ça qui a fait que j'ai vite été compétiteur et je voulais vite être le meilleur dans ce que je faisais. Mais souvent, on me limitait parce que j'étais le petit asthmatique, il fallait faire attention à moi. Et ça m'a beaucoup frustré quand j'étais petit. Et ça, du coup, cette vision, ça t'a pu se construire ou freiner au fil du temps ? Je pense que ça m'a construit de manière inconsciente parce que j'ai toujours été dans le... Je pense que c'est une forme de déni dans le sens où quand on me demandait si par exemple j'étais malade ou si j'avais des maladies, je détestais dire que j'étais asthmatique et je l'ai jamais dit. Et il y a que très peu de temps que je me suis dit ça va, tu sais que toi t'es un ancien asthmatique, un gros asthmatique. Et du coup aujourd'hui je le vois plus comme une fierté. Je suis content d'avoir dépassé tout ça et ça peut montrer aussi aux gens qu'en fait faut arrêter de mettre les gens dans des cases. On peut être asthmatique très sévère, on peut avoir d'autres maladies, mais à un moment si on persévère, on se donne les moyens, peut-être qu'on peut aller un peu plus loin que ce que les gens nous disent et ce que les gens veulent ou comment les gens veulent nous enfermer dans telle ou telle case par rapport à tel ou tel handicap. Avant d'arriver là où tu es aujourd'hui, c'était quoi ton parcours scolaire ? Moi, mon parcours scolaire, il est plutôt classique. J'étais un petit qui était plutôt malin, mais qui n'était pas très travailleur, pas très discipliné. J'aimais faire rire la galerie. Du coup, j'ai fait collège, comme tout le monde. Après, je suis parti au lycée. Lycée, 14 ans, crise d'adolescence. Là, j'étais vraiment un petit branleur, un vrai petit branleur. Donc, du coup, au lieu de passer en première scientifique, du fait que j'étais un petit plutôt turbulent, je suis passé en STI 2D, donc j'ai changé de lycée, donc Sciences des Industries et du Développement Durable. Et après, j'ai fait une option architecture et construction. Donc la logique a voulu que j'aille en DUT génie civil,
parce que j'avais plutôt des bonnes notes et que ça se passait plutôt bien. Mais derrière, j'ai été rattrapé par la réalité des choses. Je me suis retrouvé avec des gens qui, eux, étaient en sciences, qui avaient fait un bac S scientifique, qui avaient l'habitude de travailler et qui misaient pas tout sur le talent. Et du coup, là, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Déjà, je m'y plaisais pas. J'avais clairement pas le niveau. Donc, de là, je me suis dit, parce que quand je suis rentré dans les études supérieures, j'avais un deal avec ma mère, c'était je fais mon bac plus 2 et après tu me laisses tranquille, je vais dans l'armée. Donc là, ça s'est mal passé. J'ai dit, OK, pas de souci. Je file à l'armée et maintenant c'est bon, on a bien vu les études, c'est pas fait pour moi. Moi, il me faut de l'opérationnel, il me faut du concret. Donc, je vais au CIRFA et je fais toutes les procédures pour pouvoir être militaire, rentrer à l'école des sous-officiers de la Marine nationale. Ça s'appelle Mestrance. Le gars du CIRFA, lui, il est trop hypé par mon profil. Je suis ceinture noire de karaté, je suis sportif, je suis pas trop bête, ça va, je me débrouille. Et je vais à l'armée, ils me font les tests médicaux, ils se rendent compte que je suis asthmatique, forcément. Je me fais recaler alors que sportivement et en termes de... J'étais vraiment un profil idéal pour eux, mais ça suffit pas. Et donc pour moi, c'est un peu un rêve de toujours qui s'écroule. C'est mon premier échec. On va dire c'est une des premières réalités où je suis vraiment confronté par rapport à un gros échec. J'avais jamais redoublé, tout se passait plutôt bien. Donc là, je loupe mon année. En plus, je pourrais pas faire l'armée parce que je suis asthmatique. Donc du coup, là, je me dis, mince, pas le choix, je suis obligé d'aller à l'école, je vais faire mon bac plus 2. Je me réoriente, je fais un bac plus 2, c'est un DUT qui s'appelle Clio, Qualité, Logistique Industrielle et Organisation. Mais je me rends bien compte que rester à l'école, c'est pas fait pour moi, donc je choisis l'alternance. Et de là, je commence à rencontrer le monde professionnel. Donc je suis grosso modo 15 jours à l'école, 15 jours au travail. Et donc je suis à Lorient à l'école et je suis à Tours en alternance à la SNCF, dans un technicentre. En gros, les technicentres, c'est pour vous donner une image, c'est le garage des trains, quoi. Ensuite, donc ça se passe pas forcément bien, mais pas mal non plus. Je suis là sans être là, je fais ce que j'ai à faire. Je kiffe pas forcément, mais je me dis, faut que je fasse mon bac plus 2. Ma mère me pousse beaucoup, donc je l'écoute et je me dis, je vais lui faire plaisir. À la fin du bac plus 2, je me dis, la logique, ça va être de continuer les études. Je sais pas trop dans quoi. J'étais intéressé par le commerce. J'aimais bien cette idée-là de vendre et de me challenger pour réussir à vendre. Donc, il y avait déjà un petit aspect compétitif dans tout ça. Mais tout le monde me dit, waouh, le commerce, c'est bouché. Donc, je suis pas trop encouragé dans cette branche-là. Et je me dis, OK, je vais peut-être me diriger vers l'inverse du commerce, c'est-à-dire l'achat. Et donc, j'ai trouvé un master qui s'appelait MLAI, Management des logistiques et achats industriels. Et donc, je me suis spécialisé dans les achats. J'ai fait un master là-dedans, toujours à la SNCF, mais cette fois à Nantes. Donc, j'étais à Redon à l'école et j'étais à Nantes au boulot pendant 3 ans. Et j'ai eu mon master en master Max, Management, Achat, Collaboration sécurisée. Donc, tu vas jusqu'au bac plus 5, mais c'est un moment, ça ne colle plus en fait. Est-ce que c'est quoi le moment où est-ce que tu dis, OK, là, je suis pas du tout à ma place? En fait, ça a été 5 ans de ma vie. Mes études supérieures ont été 5 ans de ma vie de vide, où je faisais pour faire plaisir à mon entourage, parce que ma mère, c'est un peu des codes qui sont ancrés dans la société, dans le sens où il faut un bac plus 2, il faut un bac plus 5, sinon tu vas jamais trouver de taf, tu auras un salaire qui va être minable, ça va être dur de vivre. Donc du coup, je l'ai fait plus pour faire plaisir à ma mère que pour moi-même. Et là où ça a vraiment commencé à partir en cacahuète, c'est pendant le Covid. Là, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi tout ça. Donc oui, on arrive au Covid et il n'y a plus de distraction, il n'y a plus d'échappatoire, donc tu es face à toi-même. Est-ce que ça a été violent pour toi? Le Covid, ça a été une période assez compliquée parce que je suis quelqu'un qui était socialement
souvent avec beaucoup de personnes. Moi, les seuls moments dans ma vie sur ces 5 ans d'études, c'était où je prenais du plaisir quelque part. C'était le week-end avec les amis, à faire la fête, sortir, nous amuser. Et donc, le Covid m'a renfermé d'un coup et m'a fait penser m'a fait comment dire, me questionner sur ma vie. Et j'ai dû faire face au miroir et face à moi-même. Et donc, ça a été un moment assez compliqué, mais qui m'a permis de me remettre en question. Et c'est ce qui a, je pense, ça a vraiment été un moment de ma vie qui l'a fait basculer. Et je sais que c'est une période qui a pu être très compliquée pour beaucoup de gens, mais heureusement que ça est arrivé. Ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et paradoxalement, il y a quelque chose qui se remet en place. C'est ce sac de frappe que tu ressors. Ouais, en fait, j'ai toujours été très sportif et pendant le Covid, j'étais dans mon garage, j'avais fait mon petit home gym et je faisais beaucoup de musculation, un peu du crossfit, on va dire, cross-training, comme on pourrait appeler ça. C'est des entraînements hybrides, quoi, qui mixaient muscu, cardio. Mais ça me suffisait plus, donc j'arrivais plus à suffisamment euh, on va dire, extérioriser mon mal-être ou des fois ma colère avec ça. Et j'ai eu un flash. Je me suis dit, putain, mais j'ai un vieux sac de frappe dans le grenier, je le sors et je vais taper dedans. Et à ce moment-là, aux premiers instants, vraiment, mais ça a été immédiat, hein, dès les premiers coups de poing, j'ai comme eu quelque chose qui était dans mon ventre ou dans mes tripes qui s'est échappé. Et ça a été ce moment-là où je me suis dit, OK, je crois que j'ai trouvé ce truc qui va me permettre de respirer, en fait, et de me sentir bien. Et donc, c'est grâce à ce vieux sac de frappe, ces vieux gants pourris et cette envie d'extérioriser quelque chose que je me suis rendu compte que les sports de combat, c'était ce qui me manquait. Et à quel moment c'est devenu un peu plus qu'un défouloir ou d'un moyen pour tout extérioriser? Au moment où, à force de m'entraîner, on s'est rendu compte avec mes coachs qu'il y avait un certain potentiel, en fait. Et vu que je suis parti faire beaucoup de compétitions, je gagnais, on s'est dit, OK, bon, on va essayer d'aller poursuivre dans ce processus-là d'amélioration et d'aller voir. Moi, mon objectif, ça a toujours été de me dire, je veux limiter les regrets quand je serai vieux. Parce qu'on connaît tous des gens qui ont beaucoup de regrets et qui disent des et si à longueur de journée. Et moi, je me suis dit, je veux pas avoir ces regrets-là. Donc, maintenant que je me suis lancé à fond, que je m'entraîne comme un professionnel, eh ben, on va se challenger, on va voir jusqu'à quel niveau je suis capable d'aller. Et c'est vraiment mon mindset actuel, c'est de me dire, je vais m'entraîner dur, je vais prendre ce qu'il y a à prendre et arriver à 35-40 ans, je veux pas avoir de regrets. Forcément, on en aura toujours des regrets, mais je vais en avoir le moins possible. Donc, tu te lances dans le MMA un peu pour tester, mais du coup, ça commence à prendre une place énorme. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce sport que tu ne trouvais pas ailleurs? En fait, le MMA m'a permis de me confronter à moi-même sur un niveau tellement exigeant que tu peux pas tricher. C'est-à-dire que si tu triches dans ce sport, tu vas souffrir, mais tout simplement, tu vas arrêter parce que ça va s'arrêter. C'est tellement exigeant, c'est tellement demandeur sur tout un tas de critères, hein, que ce soit physique, psychologique, que tu es obligé de te donner à fond. Si tu te donnes pas à fond, tu vas pas vivre l'expérience pleinement. Et moi, je me suis dit, OK, tu as déjà perdu assez de temps à faire tes conneries, à sortir, à faire la fête, à mettre de l'importance dans des choses qui n'en avaient pas, que là, maintenant, tu peux plus tricher. Donc, focus-toi, va au bout de toi-même, sinon, tu vas regretter, en fait. Tu vas avoir des regrets. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi le MMA. Et je me suis dit, dans tous les cas, quitte à choisir un sport de combat, choisis le sport sur l'échelle des sports de combat le plus ultime. C'est-à-dire que, un peu à l'image des gladiateurs, le MMA, c'est le sport où il faut être bon partout. Parce que si tu es un très bon boxeur, mais tu n'es pas un bon lutteur, tu vas te faire emmener au sol, ta boxe ne te servira plus à rien. Si tu es un très bon lutteur, mais tu ne sais pas boxer, le jour où tu vas prendre un 1-2 en ligne, tu vas tomber KO et ta lutte ne te servira plus à rien. Donc, c'était dans cet état d'esprit-là que je me suis dit, OK, le MMA, il faut que je m'y mette. Mais vraiment, au départ, c'était une compétition envers moi-même, hein.
Et dans un second temps, le, le, le fantasme du haut niveau est arrivé. Mais au départ, j'y pensais pas. Au départ, c'était... En fait, vu qu'on a parlé de confiance en soi, je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi au départ. Donc du coup, c'était pour moi, c'était pas pour moi, c'était pour les autres. Moi, j'avais pas de talent, j'étais pas bon. Donc je l'imaginais pas. Et puis en fait, à force de m'entraîner, et ben j'ai réussi à arriver à être professionnel aujourd'hui et j'en suis quand même assez fier. Et tout ça, du coup, ça a un peu changé l'image que tu avais de soi, enfin de toi-même et des gens. Enfin, les gens, l'image Ouais, qu'ils avaient de toi. ouais, clairement, je vais être un peu dur dans mes mots, mais avant, j'avais honte de moi. J'ai honte de la personne que j'ai pu être, malgré le fait qu'elle m'ait construite. Je me regarde vraiment avec du mépris par rapport à qui j'ai pu être, parce que en fait, je me respectais pas. C'est-à-dire que je me croyais intelligent, je me croyais beau ou même comment dire, malin dans ce que je faisais, enfin, ou trop fort, alors que mais vraiment une merguez totale, quoi. Enfin, j'étais le mec qui allait en boîte de nuit, qui buvait de l'alcool jusqu'à pas d'heure, et je me sentais chaud, genre. Enfin, avec du recul, je me dis, mais comment t'as pu être comme ça? Comment ça a pu être possible d'être dans un déni aussi profond, de te dire que ça, c'est stylé de faire ça? Donc après, il y a plein de choses qui influent ça et qui font penser aux gens qu'être comme ça, c'est cool, alors que pas du tout. Pour moi, là, la personne que je suis aujourd'hui, là, c'est vraiment cool. Je suis quelqu'un de discipliné, quelqu'un qui m'entraîne beaucoup, quelqu'un qui me fait du mal, dans le sens propre du terme, c'est-à-dire qui se donne les moyens pour arriver à ses ambitions, et c'est ça, se respecter. C'est-à-dire que tu te dis un truc, mais tu vas tout faire pour y arriver. Et c'est un petit peu, si je prends l'exemple, c'est les résolutions. La plupart des gens, nouvelle année, super, on fait des résolutions. Ouais, j'arrête de fumer. Ouais, je vais faire attention à ce que je mange. Ouais, X résolutions. Mais la plupart, ils se respectent pas parce qu'au bout de 2-3 jours, c'est déjà fini. Et donc ça, pour moi, c'est un manque d'amour propre et un manque de respect pour soi-même. Et moi, maintenant, je considère que je me respecte. Et encore, des fois, je suis dur avec moi-même parce que du coup, il y a des moments où je suis trop exigeant et il y a une forme de toxicité parfois avec ça. Mais j'essaye, à chaque fois que je dis un truc, de le faire. Et même si ça doit prendre du temps, même si parfois c'est compliqué et on n'y arrive pas du premier coup, ben, je vais quand même perdurer et essayer de maintenir mes engagements envers moi-même. Parce que enfin, moi, je pars du principe que si j'arrive pas à maintenir des engagements par rapport à moi-même, comment je peux le faire avec des gens que j'aime? Que ce soit ma copine, que ce soit ma famille. Comment? Si envers moi-même déjà, ma propre personne, j'arrive pas à le faire. C'est impossible pour moi. Tout à l'heure, tu parlais du MMA comme un sport qui en demande beaucoup, un peu ingrat au final. Mais dans ces cas-là, pourquoi tu restes dans un sport qui te récompense pas toujours? Eh ben, c'est une bonne question. Parce que je crois que je suis quelqu'un qui croit en la souffrance et qui croit en la lutte. C'est-à-dire que pour apprécier quelque chose, il faut souffrir. Euh, pour moi, c'est inconcevable. Dans la société dans laquelle on vit, c'est pas normal qu'on ait tout à disposition tout le temps. Là, j'ai faim. Ok, je prends mon téléphone, je commande Uber Eats, j'ai juste à descendre les escaliers. Et encore, je vais prendre l'ascenseur parce que j'ai la flemme pour récupérer ma commande. J'ai 1 kilomètre à marcher, je vais prendre un Uber. Et en fait, cette mentalité-là de tout le temps s'économiser, on n'apprécie plus rien. On apprécie même, par exemple, juste euh, des choses bêtes de la vie, on n'arrive même plus à les apprécier. Alors qu'en souffrant, quand tu as goûté à la souffrance, que tu as goûté au fait de lutter, de te battre pour avoir quelque chose, quand tu l'as, eh ben c'est 100 fois plus savoureux. Et c'est ça que j'aime dans ce sport-là, c'est qu'il est tellement dur que quand tu arrives à gagner, quand tu arrives à arriver à là où tu avais imaginé que tu allais arriver, eh ben les sensations, elles sont indescriptibles. C'est vraiment incroyable. C'est une manière de penser qui peut être parfois toxique, c'est vrai, mais par contre qui, je pense, ferait beaucoup de bien à notre société. Si tout le monde pouvait réfléchir comme ça, avec goût, pas forcément à la souffrance, mais juste à l'effort. Tout simplement, juste à l'effort. Si tout le monde réussissait à retrouver ce goût-là de l'effort, eh ben les choses beaucoup plus simples et beaucoup plus saines aussi, seraient appréciées à leur juste valeur.
Tu parles souvent de la discipline, mais la discipline, ça peut être violent aussi. Toi, tu l'as vu comment aujourd'hui, comme une contrainte ou plutôt comme une liberté? Alors, la discipline me permet d'être libre dans ce que je veux faire, parce que grâce à elle, je dépends pas de patron, je dépends que de moi-même. Je suis auto-entrepreneur, je suis combattant. Sans cette discipline-là, j'arriverais pas à vivre de la manière dont je l'imagine. Cependant, elle peut être toxique. C'est-à-dire que parfois, être trop discipliné envers soi-même peut créer des schémas qui peuvent rendre ta vie toxique. Je vous donne un exemple. Moi, actuellement, pour me faire plaisir, je suis obligé d'aller courir 10 kilomètres. On va dire que c'est une image un peu caricaturée, mais j'ai un repas de famille. Je sais que je vais bien manger. Ça va être riche en termes de nourriture. C'est inconcevable que j'aille pas courir avant ou faire un effort physique pour me dire, OK, là, tu mérites. Donc, je suis toujours en fait, ça m'emmène dans une réflexion de méritocratie qui devient un peu toxique. Donc, parfois, il faut aussi savoir être un peu indulgent envers soi-même et pas être trop discipliné. Mais c'est pas facile, c'est toujours des frontières parce qu'il faut pas non plus être trop se laisser aller et, euh, et vite partir dans des choses où on va mettre de la discipline de côté. Donc, il faut trouver son juste milieu. Je le cherche encore. Je pense que la sagesse fait que parfois c'est plus facile, mais les deux, on peut s'enfermer dans la discipline, mais ça peut nous rendre très libre aussi. Comme je le disais sur plein de choses de la vie, c'est si j'arrive à être discipliné, je pourrais être plus libre, peut-être financièrement, peut-être de mes déplacements, de mes mouvements, de faire ce que j'ai envie de faire par rapport à comment j'imagine les choses. Et ça, je trouve ça intéressant. Et je pense que ce soit dans la société ou pour les gens, la plupart n'arrivent pas à être disciplinés et c'est pour ça qu'ils ne sont pas libres au final. Tout à l'heure, tu parlais de l'alcool. Il y avait une sorte, en fait, un peu de banalisation de l'alcool. Mais généralement, c'est très rare d'entendre ça très frontalement comme ça. Pourquoi c'est important pour toi d'en parler? Alors que moi, je l'ai vécu, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, j'avais la sensation d'être cool parce que je buvais de l'alcool. Au final, on a tous eu l'expérience d'un mec trop bourré autour de nous, qui est lourdingue, qui est parfois vulgaire, qui est parfois violent. Mais en fait, il n'y a rien de cool là-dedans. Et en plus, il y a énormément de dérives à cause de ça. J'ai des gens dans mon entourage qui s'en rendent même pas compte, qui sont tellement dans un déni que pour eux, c'est normal de boire de l'alcool mais c'est des formes d'alcoolisme, hein, mais ils attendent que la semaine termine pour une seule raison, c'est sous prétexte de s'amuser, aller boire de l'alcool, boire un coup au bar, etc. Et en fait, ils s'enferment dans des routines qui sont complètement délétères pour eux et qui sont malsaines. Moi, aujourd'hui, ma consommation avec l'alcool, c'est moi qui décide. C'est-à-dire que j'ai envie de boire un verre. OK, pour X raisons, il fait beau, petit barbecue, on va boire un verre. Il n'y a pas de problème, je vais boire une bière ou quoi. Ça va être un moment de détente, un bon moment que je vais passer avec un bon pote, avec quelqu'un de ma famille. Et je trouve ça sain. Par contre, je suis capable de te dire, là, pendant 6 mois, je vais pas boire une seule goutte. Et j'aurai aucun souci avec ça. Et on le voit beaucoup, hein, toujours pareil dans les nouvelles résolutions. Ouais, je vais faire un dry January. Ouais, pendant un mois, je bois pas d'alcool. Attends, ça veut dire que dans ta vie, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel pour toi, pendant un mois, tu vas pas boire d'alcool. Enfin, à un moment, il faut remettre les choses faut que les gens prennent conscience il y a une dépendance sociale, une pression sociale autour de l'alcool. Je pense qu'on l'a tous vécu, des gens qui boivent pas d'alcool. C'est que tu vas en soirée ou tu es avec des gens dans un milieu festif. Tu bois quoi? On va te demander si tu vas boire de l'alcool ou autre. Tu vas dire non, mets-moi un soft. Ah quoi? Tu bois pas d'alcool? Ah, mais t'es pas drôle, t'es pas fun. Ah, on doit se faire chier avec toi. Attends, comment ça? Parce que je bois pas d'alcool, je suis pas quelqu'un de gentil ou avec qui on peut discuter, ou on peut échanger, s'amuser. Enfin, faut que les gens comprennent qu'il y a quand même. Enfin, j'ai vraiment, c'est vraiment, j'en fais un peu ma bataille, mais euh, l'alcool,
je suis persuadé que si tout le monde prenait un peu conscience que l'alcool était délétère pour eux, il y a beaucoup de choses qui iraient beaucoup mieux dans leur vie. Et donc du coup, ouais, c'est un peu ma bataille, mais je suis très content parce que j'ai réussi par rapport à mes expériences à être en contrôle par rapport à ma consommation. J'ai pas envie de boire, je bois pas. Tu me dis ah t'es pas cool, tu bois pas, bah je va te faire foutre, j'en ai rien à foutre, je me casse, j'ai rien à faire avec toi. En gros, c'est un peu pour imaginer les choses, mais j'ai une relation très saine maintenant avec l'alcool, chose que j'avais pas avant. Et du coup, tu es fier de toi d'avoir réussi à trouver en fait cet équilibre? Ah, complètement. Franchement, je pense que c'est une des plus grosses fiertés que j'ai, parce que j'aurais pu partir vraiment en couille avec ça. Ouais. Donc, dans le sport comme le MMA, il y a parfois il y a beaucoup d'ego, d'images. Toi, tu parles d'authenticité. C'est quoi rester authentique aujourd'hui, surtout de nos jours? Bah, rester authentique, c'est respecter, respecter sa culture, respecter d'où tu viens, euh, ne pas jouer un rôle. C'est pas parce qu'il y a des caméras qu'il faut que tu changes de comportement. Si tu as des convictions, ben, c'est pareil, tu as le droit d'avoir des convictions, mais par contre, il faut respecter les convictions des autres et pas rentrer dans un jeu fait pour plaire aux autres. Juste sois toi-même, sois naturel et, euh, et de toute manière, tu vas capter les gens qui sont comme toi. Donc ça sert à rien de jouer un rôle. Pour moi, c'est vraiment ça, être authentique, être naturel. Et tu penses que notre génération avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus compliqué? Ouais, c'est compliqué. Parce que quand nous, on se cherchait à l'époque, enfin, pour ma part, on n'avait pas tout de suite accès aux réseaux sociaux. Alors qu'aujourd'hui, les gens se comparent sans cesse, que ce soit dans leur milieu professionnel, dans même le sport. Même moi, ça m'arrive. Hein. Par exemple, un jour où je m'entraîne pas, je vois une story de quelqu'un qui s'entraîne, je suis là, ça m'énerve. Je me dis, lui s'entraîne, moi je m'entraîne pas. Et du coup, je me dis, mais t'es une merde. Pourquoi tu t'entraînes pas? C'est pas normal. Alors que ça se trouve, le gars, il a juste remis une vieille vidéo. Enfin, même, moi, je me suis peut-être déjà entraîné le matin. Enfin, ça me permet, en fait, les réseaux sociaux nous influent dans le sens où on est sans cesse en train de se comparer et on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que c'est pas vrai. Et pour les jeunes, j'ai vraiment peur pour les générations qui viennent parce que ils sont vraiment tributaires de tout ça et parfois ils font même plus la différence entre la réalité et les réseaux sociaux. Et même moi, je me sens que des fois, je me fais piéger parce que je cherche à me développer sur les réseaux sociaux parce que c'est un peu game changer dans tout, dans tous les business, dans le sport, dans plein de choses. Et on est obligé de passer par là. Mais des fois, je me sens piégé. C'est-à-dire que je vais être plus sur les réseaux, je vais plus consommer, je vais me comparer aussi beaucoup. Et donc, c'est vraiment une relation un peu malsaine avec les réseaux. Et je pense que les jeunes vont vraiment avoir un gros travail à faire là-dessus pour pas tomber dans le piège. Et qu'est-ce que tu leur conseillerais du coup à ces jeunes? Moi, le plus gros conseil, c'est d'arrêter de se comparer et de faire. Faites, trompez-vous, tombez, relevez-vous et continuez. Il y a que comme ça qu'on peut comprendre et apprendre. On a tous, euh, on a tous commencé à faire du vélo. Personne n'a réussi à faire du vélo du premier coup. On est tombé. On avait des petites roulettes et au fur et à mesure, on a évolué. Mais c'est en tombant qu'on a appris. Et aujourd'hui, normalement, la plupart savent faire du vélo. J'espère. Mais on peut prendre le même exemple avec la marche. On a tous commencé par se casser la figure. Mais aujourd'hui, tout le monde marche sur deux pieds. Donc, il faut vraiment que les jeunes arrêtent de se comparer et qu'ils essayent, qu'ils goûtent à l'échec aussi pour apprendre et pouvoir faire des retours d'expérience et évoluer. Bah, malgré tout ça, comment tu gères en fait ta concentration? Est-ce que tu préfères t'isoler ou passer du temps avec ta famille? Alors moi, j'ai un métier où, vu que je suis coach à côté de tout ça, je donne beaucoup, 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 beaucoup aux gens. Et que ce soit dans le côté purement physique, pour expliquer des exercices, pour pratiquer avec les gens, mais aussi dans le côté confiance en soi, parler avec les gens pour les aider à aller mieux quelque part, échanger en fait avec les gens. Je me rends compte que j'ai besoin d'être seul pour pouvoir me régénérer. Et ça me demande beaucoup d'énergie, même quand je rentre avec la famille, avec mes amis, même des fois avec ma copine.
je me rends compte que je suis pas forcément patient parce que j'ai tellement donné dans mon quotidien de coach que j'ai une des meilleures manières que j'ai pour me régénérer, c'est d'être tout seul. Partir marcher, faire de la randonnée, mais d'être seul, ça m'aide. Ça, c'est drôle parce qu'en off, tu disais que tu préférais la campagne. Enfin, tu viens de la campagne. Et il y a un lien un peu avec la ville ou avec le fait que tu aimes bien t'isoler? Ouais, je pense, pas, je suis originaire d'une petite commune de 7000 habitants. T'as des espaces verts partout. Et en fait, quand tu veux être seul, t'es vraiment seul. C'est-à-dire que t'entends des oiseaux qui chantent, t'es vraiment seul au monde. Et la ville, t'as quand même ce mouvement qui m'oppresse, moi, perso. Par exemple, je me verrais pas vivre à Paris. Ça me coûterait trop d'énergie. Là, je vis à Nantes, c'est pas une énorme ville, hein. Mais je sens que là, j'ai besoin de trouver un endroit où je peux me ressourcer, où en fait, je pars marcher, je croise personne et je suis vraiment seul au monde. Et c'est ouais, moi j'ai besoin vraiment de me retrouver à la campagne tranquillement. Ce qui est intéressant chez toi, c'est que tu ne vises pas uniquement tout sur le combat. Pourquoi c'est important pour toi de développer autre chose à côté? Je pense que c'est vraiment dans ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez anxieux et je déteste l'idée de mettre tous mes œufs dans le même panier. Parce que je me dis, si demain le combat ça marche pas, si demain je me casse la jambe à l'entraînement et je peux plus combattre, qu'est-ce que je fais? Donc je me suis toujours dit qu'il faut que j'ai une vision un peu holistique des choses et de me dire, ok, je combats, mais qu'est-ce que je peux mettre en place qui va nourrir le fait que je sois combattant ou que le fait d'être combattant va nourrir ce métier-là. Donc du coup, je me suis assez naturellement dirigé vers le métier de coach parce que c'était une manière assez simple de pouvoir gérer mon emploi du temps, mais aussi que mes victoires en tant que combattant puissent nourrir le fait que je sois coach, parce que forcément sur le papier c'est tout le monde a envie d'être coaché par un combattant, ou je suis plus crédible aussi dans ma pratique en tant que coach parce que j'applique j'applique ce que je dis. Donc du coup ça me paraissait logique. Et après, j'ai toujours eu une espèce de passion pour l'entrepreneuriat, hein. Alors pas forcément autour du sport, mais dans l'entrepreneuriat en règle générale. Je pense que c'est un peu dû à mes études, où on essayait toujours se challenger sur ok, quel processus est intéressant, comment tu peux optimiser tel ou tel processus, soit pour gagner du temps, soit pour gagner de la qualité, soit pour gagner de l'argent. Donc du coup, c'est venu un petit peu s'agrémenter à tout ça. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler sur des projets qui me permettent de faire autre chose que du combat, mais qui restent en lien. Et en fait, toutes les choses sur lesquelles je travaille se nourrissent les unes des autres. Et ça, je trouve que c'est vraiment une plus-value, parce que même quand je mets de l'énergie, quand je mets plus d'énergie dans un truc que dans l'autre, et ben dans tous les cas, ça vient servir les autres pôles de ma vie, on va dire. Donc tu coaches, tu accompagnes, tu montes ta structure. Est-ce que tu te vois autant entrepreneur que combattant? Ouais, clairement. Pour moi, déjà, être combattant, c'est être entrepreneur. Les deux sont liés. En quoi? Eh ben, aujourd'hui, quand tu es simplement combattant, alors tu peux être performant, tu peux être le meilleur au monde, mais si tu sais pas te vendre, c'est mort. Personne va te donner l'heure. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit quand tu discutes avec des organisateurs, avec des sponsors. Si t'as pas cette capacité à te vendre et à montrer aux organisateurs ou aux acteurs du sport que tu vas être intéressant pour eux, eh ben, t'es mort dans le film. Personne va te donner l'heure. Tout simplement parce que c'est du business. C'est-à-dire que les gens qui créent des événements de combat, qui entreprennent dans ce milieu-là, eux, ils veulent faire de l'argent. Donc si toi, ils voient pas en toi un moyen de faire de l'argent, ils vont pas te donner l'heure. Donc tu es obligé d'entreprendre. Et pour ça, faut avoir une vision d'entrepreneur et pas seulement de combattant. Ou alors faut bien s'entourer. Mais du coup, tu peux perdre un peu de temps ou ça va te coûter de l'argent. Et du coup, réussir à se vendre, c'est quelque chose que tu as appris au cours de tes années? Ouais, je pense que je l'ai appris, mais assez vite, hein, parce que quand j'étais au final,
quand j'étais en alternance, il a fallu que je fasse beaucoup d'entretiens d'embauche, etc. Et j'ai vite compris que si tu donnes pas, ou on va dire que la personne que tu as en face de toi, si tu dis pas ce qu'elle a envie d'entendre, eh ben, ça va pas fonctionner. Et en fait, dès ces moments-là, j'ai commencé à apprendre à me vendre, à comprendre, à cerner la personne que j'avais en face et juste lui dire ce qu'elle a envie d'entendre. Et souvent, ça marche bien comme ça. Donc en fait, c'est une question d'adaptation. Comprendre l'environnement dans lequel on vit, capter qu'on n'est pas tous fait pareil, qu'on n'est pas tous éduqués pareil, et juste s'adapter en fonction de telle ou telle personne. Et puis en règle générale, ça se passe plutôt bien. Et qu'est-ce que le sport t'a appris que tu appliques aujourd'hui dans le monde du business? L'échec. L'échec. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'ai pris 3 défaites. Forcément, ça apprend pas mal de choses sur toi. Ça te permet de te remettre en question et ça te montre aussi que tout va pas fonctionner du premier coup. On en revient au réseau un peu, mais sur les réseaux, on croit que si. Mais en fait, non. Souvent, les réussites, c'est beaucoup d'échecs. Mais si tu si tu n'échoues pas ou si tu n'essayes pas, tu pourras pas comprendre le processus pour pouvoir réussir. Et le sport m'a permis de comprendre ça. Et donc, du coup, aujourd'hui, même quand dans on va dire dans le business, il y a des choses qui fonctionnent pas, eh ben, c'est pas grave, je continue. Soit je me dis, OK, bah, peut-être ça, en fait, j'ai plus envie de le faire, mais je vais, pour autant continuer à entreprendre, avoir d'autres idées et continuer à essayer jusqu'au jour où il y a des choses qui vont fonctionner et ça, j'en suis sûr. Justement, entreprendre, c'est pas une autre forme de combat un peu? Si, pour moi, c'est très corrélé. Mais on en revient au même. La vie est un combat, en fait. Et que ce soit avec tes amis, avec ta famille, avec la personne que tu aimes, le sport, le business, tout est une question de combat. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est facile. Juste garder ta copine, ça va pas être facile. Va falloir la comprendre, va falloir faire des efforts, va falloir te remettre en question. Euh, Avoir une vie de famille, c'est pareil. Il faut que tu comprennes pourquoi tel ou tel choix fait en sorte que tu vas garder des amitiés ou que ça va bien se passer. Comprendre que la personne en face de toi, elle est pas comme toi. Et faire du business, c'est pareil. Faut toujours comprendre, travailler, se remettre en question et et c'est vraiment pour moi la comparaison avec le combat. C'est-à-dire que tu peux pas arriver comme ça et te dire OK, je vais aller combattre et tout, trop facile, je vais tout gagner, bah ça va pas marcher. Tu vas tomber contre un mec qui lui s'entraîne, qui lui comprend pourquoi il a pas réussi, met des choses en place et du coup va te casser la tête. Parce que toi tu vas arriver là en mode tranquille et tu vas penser que c'est facile. Mais sauf que tu vas avoir quelqu'un de préparé en face de toi et ça va pas bien se passer pour toi. Donc là, il y a 2 choix. Soit tu te dis ouais, bah OK, c'est trop dur, c'est pas pour moi, soit tu décides de te battre. Mais c'est partout pareil. Dans n'importe quelle chose qu'on entreprend, faut se battre. Faut se battre et faut se donner les moyens pour réussir. Si tout se passe comme tu veux, tu te vois comment dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aimerais être dans une belle organisation. J'aimerais avoir une belle famille, manquer de rien et être fier. Surtout faire en sorte que les gens qui m'aiment soient fiers de moi. Donc, tu as 2 grandes devises, meilleur chaque jour et seul l'abandon est définitif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah déjà, si je commence par seul l'abandon est définitif, on est, comme je disais tout à l'heure, on est dans une société où on compare beaucoup et on voit les autres réussir. Parce que sur Instagram, on met que nos réussites, on va pas mettre nos échecs, normal. Mais il faut pas oublier que tout le monde a des échecs. Qu'ils soient des gros, des petits échecs, des moyens échecs, peu importe. Mais il y a que si tu te dis, OK, j'arrête de faire un truc, que ça s'arrête. Demain, j'ai envie de lancer n'importe quel business. Si au premier échec, j'arrête, c'est sûr que ça va s'arrêter. Si je décide d'arrêter, c'est fini. Pourra pas se passer autre chose parce que je serai plus en mouvement. Par contre, si je persiste, si je continue, eh ben, à un moment, ça peut payer. Et pour ce qui est de meilleur chaque jour, moi, les sports de combat m'ont vraiment aidé à être meilleur chaque jour.
pas. Mon idée, c'est de me dire que je peux pas me réveiller aujourd'hui en étant moins bon que hier. C'est impossible. Même si c'est des micros-améliorations. C'est toujours me remettre en question et de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui sera mieux que ce que j'ai pu faire hier? Et ça peut être, on peut le transmettre à plein de choses, hein. Que ce soit, comme je dis, j'aime bien comparer les différents on va dire, pôles de vie ou les différents moments de vie, que ce soit ta vie amoureuse, que ce soit ta vie amicale, que ce soit ta vie familiale, entrepreneuriale, sportive. Et ben, dans tout ça, tu peux l'appliquer. Tu peux être une meilleure personne avec tes parents, avec, dans le sport, dans le boulot. Mais dans tous les cas, si tu te challenges pas et que tu te remets pas en question, bah, tu vas peut-être régresser. Et le but de meilleur chaque jour, c'est d'être tout le temps un tout petit peu meilleur. Pas beaucoup, juste 1% de plus et ça suffit. Ça, c'est des devises que tu te dis dans les moments durs ou quelque chose que tu incarnes au quotidien? Ça, j'essaie de l'incarner au quotidien. Ouais. Et des fois, il y a des choses que je fais où je me dis, putain, franchement, là t'es nul, quoi. Là, t'as pas été bon, tu t'es pas respecté, t'as pas été une meilleure personne que hier. Donc là, maintenant, il va falloir te remettre en question et essayer de faire en sorte d'être meilleur. Si quelqu'un écoute cet épisode et qu'il est un peu perdu dans sa vie, qu'est-ce que tu lui dirais concrètement? Moi, je lui dirais dans un premier temps d'essayer de trouver un truc qui lui permette de se sentir mieux, comme un exutoire. Moi, ça a été les sports de combat. Pour d'autres, ça peut être l'art, ça peut être ça peut être un autre sport, ça peut être les amis, ça peut être la famille. Mais de trouver quelque chose qui les drive et qui, quand ils le font dans leur trip, ils le ressentent. Et pas avoir peur aussi de se dire, OK, ce que je fais, ça me plaît pas. J'aime pas ce que je fais. Moi, j'aimerais faire ça. Eh ben, faut se lancer. Faut se dire, parce que y a rien de pire, je pense, que de vivre avec des regrets. Et la vie, elle est trop courte pour arriver en fin de vie et se dire, ah, j'ai gâché ma vie. Enfin, pour moi, il faut juste être des gens, arrêter de dire, de spéculer, d'imaginer le pire et juste passer à l'action. Passer à l'action. Rien se passer. Au pire, on va se louper et alors, c'est quoi? On va se louper, mais on n'aura pas de regrets. Et en plus, on va apprendre des choses. On va se dire, OK, je me suis loupé parce que j'ai entrepris ça, ça, je l'ai peut-être mal fait, mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Je vais bien, j'ai la santé. OK, j'aurai peut-être un peu moins de thunes parce que j'ai pris des risques, mais c'est pas grave. Je vais pouvoir me refaire et je vais pouvoir réessayer d'autres choses. Et je pense que les gens se mettent trop la pression et se donnent trop dans la comparaison et ont trop peur de se louper. Mais du coup, forcément, ils vivent avec des regrets et ben, je trouve ça dommage, je trouve ça triste, moi, parce que franchement, la vie, comme je disais, elle est courte, faut y aller, faut foncer. Des fois, faut se manger des murs, mais c'est pas grave, faut continuer à persévérer et un jour ou l'autre, ça va payer. Mais dans tous les cas, on n'aura pas de regrets. Donc au pire, on aura fait tout ce qu'il fallait faire pour essayer de réussir. Rien de mieux. Tant pis. Tout à l'heure, tu parlais du fait de se respecter, mais c'est-à-dire quoi pour toi se respecter aujourd'hui? Bah, tout simplement, quand on dit quelque chose, quand on s'engage à quelque chose, on triche pas et on se donne les moyens de respecter sa parole. Merci beaucoup pour cet échange. On va passer aux questions des internautes. Donc, je vais te laisser prendre les fiches à ta gauche. Je commence par n'importe laquelle. Hein. Oh, c'est quoi une journée type pour moi? Je pose la question. Hein. Alors, c'est quoi une journée type pour toi? Ah, je me lève tôt déjà. Je me lève très tôt, souvent autour de 8h, 9h. Mais il faut absolument que j'ai mes 8h ou 9h de sommeil, sinon je suis pas très bien. Souvent, ça commence par un café. Je suis accro au café. Franchement, j'ai une addiction de ouf au café. Et après, je vais m'entraîner. Donc, premier entraînement. Après, j'enchaîne souvent par du coaching ou du taf. Ça dépend sur quoi je travaille. Ensuite, je mange.
Souvent, je jeûne le matin. Moi, j'aime bien manger vers midi, 13h, mais je prends un gros petit-déj, en gros. Et après, j'enchaîne avec un deuxième entraînement. Le soir, je rentre. J'aime bien soit lire, soit me poser devant une série. J'aime bien jouer aux jeux vidéo aussi, mais j'ai pas trop le temps. Et après, je dors. Mais en règle générale, j'ai quelques heures de coaching dans la journée, au moins 2 entraînements. Et puis pas mal de travail, on va dire, un peu autour de ce que j'entreprends. Ah oui, c'est encore à moi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer mais n'ose pas? Passe à l'action, hein, tout simplement. Arrête de réfléchir, franchement. Des fois, on se prend trop la tête. Passe à l'action et puis tu verras bien. Ton corps, il encaisse comment? Tu penses déjà à l'après? Mon corps, il encaisse bien. Je suis assez dur au mal, donc ça, c'est cool. Puis j'aime bien, j'ai un bon rapport avec la douleur. Ouais, ça fait un peu maso dit comme ça, mais c'est un sport qui est dur et faut accepter le fait que ça fasse mal. Et c'est toujours plus facile de l'accepter que de toujours y penser. Et après, ouais, je pense à l'après, bien sûr. Je pense à l'après, mais depuis le début, je pense à l'après. Des fois, peut-être, je pense trop à l'après. Donc, il faut que j'oublie de vivre le moment, des fois aussi. Tu gagnes ta vie avec le MMA aujourd'hui? Avec le sport en lui-même, le MMA en tant que combattant, absolument pas. Franchement, on est payé au lance-pierre. Hein. On est vraiment le bout de la chaîne. Si je vous donne un exemple, je pense que si je fais le calcul de ce que j'ai gagné sur mon dernier combat, je suis même pas payé au RSA, quoi. Même pas. Allez, on va dire les chiffres. Hein. Les gens aiment bien les chiffres. Sur mon dernier combat, j'ai pris 1 000 € pour combattre et 700 € de prime. J'ai mis 2 mois à me préparer. 1 700 divisé par 2, voilà, c'est ma paye. Je paye l'URSSAF, je paye mes coachs, je paye la bouffe, je paye la prépa mentale, prépa physique. Donc je suis en négatif dans cette affaire. Mais voilà, c'est la réalité du sport. Et pourtant, j'ai été plutôt bien payé pour un premier combat de MMA. C'est ça la dinguerie dans tout ça. Après, voilà, c'est un écosystème qui est assez compliqué. Après, je gagne ma vie, oui, parce que à côté, je coach, parce qu'à côté, j'entreprends. Mais du coup, c'est du temps que j'accorde pas à l'entraînement. Et c'est ça qui peut me frustrer parfois. Mais ça va. Je gagne quand même ma vie grâce à ce sport. Indirectement, mais je gagne ma vie. C'est quoi ton plus gros moment de doute jusqu'ici? Ils sont au quotidien, mes doutes. Hein. Tous les jours, je me questionne sur est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je suis un bon combattant? Est-ce que je dois plutôt miser sur la partie sportive? Est-ce que plutôt sur la partie entrepreneuriale? Et si je fais ça, est-ce que je vais pas avoir des regrets? Je suis dans des doutes perpétuels. Mais ça fait partie de moi, je pense. C'est vraiment ma personnalité. Je suis quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, d'assez anxieux. Donc le doute fait vraiment ancrer en moi. Mais c'est ce qui fait aussi que je me remets beaucoup en question. Donc c'est un point. Ça peut être perçu comme un point faible, mais je pense que c'est quelque chose qui fait ma force. Est-ce que tu as peur avant un combat? Ouais, j'ai peur. J'ai peur, mais j'ai pas peur du combat en lui-même, j'ai peur juste de mal faire. C'est vraiment ça, ma peur, c'est que c'est la plus grosse peur que j'ai, c'est de mal faire et de décevoir aussi. Et voilà, j'ai fait toutes les questions. Donc merci pour ta sincérité. Ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que tu as commencé par passion évidente. Non, on recommence. Donc, merci pour ta sincérité. Ce qui est intéressant avec ton parcours, c'est que tu n'as pas commencé par passion évidente, tu as commencé par chercher, puis par tester, puis par tenir. Et au final, tu as construit quelque chose de solide, pas parfait, pas linéaire, mais réel. Ça répète ce que j'ai dit avec merci pour ta sincérité. Si vous devez retenir un truc de cet épisode, c'est que c'est peut-être ça. Parfois, se trouver, ça commence par accepter de se perdre un peu. Merci beaucoup. Merci.